Et je passe la parole à Christine. Eh bien, bonjour et merci à vous toutes et toutes de vous être connectés pour cette première. C'est vrai que c'est une première. On est ravis de lancer cette initiative alors qui vient renforcer un peu les outils qui se sont mis en place progressivement sur l'action de la Fondation en faveur du patrimoine naturel et de la biodiversité. Il y a différents programmes, vous en êtes largement les artisans et les porteurs. Et l'idée, c'était, après avoir recueilli un certain nombre d'avis de votre part, de se dire que vous êtes en première ligne pour porter ces programmes, porter les collectes et tous ces efforts de déploiement de cette mission de la Fondation en faveur du patrimoine naturel, mais vous n'avez pas forcément toujours les outils au sens de connaissances nécessaires. C'est vrai que la biodiversité, c'est très très large, c'est difficile à définir. On va en avoir un petit peu plus de clarification grâce à Serge Muller, qui est notre premier intervenant. Et donc, comme le disait Julie, cette initiative, nous l'avons bâtie en lien avec le Conseil scientifique qui est en place depuis maintenant près d'un an, puisque sa première session s'est tenue en décembre l'année dernière. Et parmi les membres de ce conseil scientifique, nous avons donc Serge Muller, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être notre premier intervenant aujourd'hui. Alors Serge, il est docteur d'État en sciences naturelles, il est plus particulièrement expert en biodiversité végétale, donc vous voyez tout de suite le lien avec nos tropismes. Il est professeur au Muséum national d'histoire naturelle depuis 2015. Je n'énumère pas ces autres très, on va dire, très nombreuses compétences et titres, mais je pense qu'avec le sujet qui s'affiche sur l'écran biodiversité, relation avec la nature et le paysage, il va nous éclairer sur plein de sujets qui sont directement utiles et intéressants pour vous tous et pour nous tous. Voilà, donc merci beaucoup à Serge d'avoir accepté d'être le premier à intervenir. Et puis maintenant, place et parole à notre orateur. Bonjour à toutes et à tous. Heureux d'être avec vous et très honoré d'être le premier intervenant dans cette série des membres du Conseil scientifique. Donc, il m'a été proposé de vous présenter ce qu'est la biodiversité, ses relations avec la nature et le paysage. Alors, en une heure, c'est une gageure de le faire en une heure. Je vais m'efforcer de le faire. Donc, je serai assez rapide dans ma présentation. Mais je pense que vous l'aurez à disposition, donc ne passez pas votre temps à essayer de recopier ce que j'ai sur mes diapos, les chiffres ou les textes, puisque vous l'avez à disposition. On aura une série de questions ensuite. Je préfère que vous gardiez vos questions pour la fin de l'exposé, parce que sinon je serai trop perturbé et on n'arrivera pas à ce moment-là à tenir le temps. Mais vous pouvez voir que mes diapos sont numérotées, hein, de 1 à 69, c'est pour vous dire le nombre qu'il y a. Et donc, si vous voulez vous rapporter ensuite, poser une question relative à une diapo, ça nous permettra de retrouver plus facilement. Donc, mon exposé sera organisé en 4 grandes parties. Une première partie alors de généralité, de terminologie. J'aime bien donner un sens aux différents termes qui sont présentés parce que sinon chacun l'utilise dans son acception et on parle parfois de choses différentes avec le même mot, ce qui peut être source de confusion. Donc une première partie de généralité, de définition, une deuxième partie sur la présentation des enjeux de la biodiversité sur le territoire français, une troisième partie et son évolution, sa régression, sa dégradation, une troisième partie sur les actions qui sont mises en œuvre pour sa préservation, pour sa restauration, ceci à différentes échelles, de l'échelle internationale jusqu'à l'échelle régionale. Et enfin, je terminerai par un focus sur une biodiversité un peu particulière, mais qui nous intéresse également, qui est la biodiversité urbaine. Que faut-il en penser? Comment faut-il l'appréhender par comparaison avec une biodiversité plus naturelle? Mais on verra. Alors, on m'a présenté, je suis professeur émérite au Muséum d'histoire naturelle. J'ai aussi mentionné sur la première diapo que j'ai présidé le Conseil national de la protection de la nature pendant le dernier mandat de 5 ans. Ceci pour vous dire aussi que je suis un scientifique, un écologue engagé dans la protection de la nature, et que je vous ferai part éventuellement aussi de mes points de vue, mais que vous n'êtes pas obligé de partager. Et c'est bien, ça pourra faire l'objet de nos discussions dans la deuxième partie de la séquence.
Et évidemment, je le fais en tant que membre du conseil scientifique de la Fondation du patrimoine qui m'a sollicité pour cela. Alors, sans plus attendre, qu'est-ce que la biodiversité? Ah, eh ben, ça ne bouge pas chez moi. Alors Julie, chez au secours. alors Ah chez nous voilà, non voilà. plus, voilà. Ça, c'est bon. Alors, Ça peut mettre un qu'est-ce que peu de la temps. biodiversité? C'est un terme qui est relativement récent, qui date de 92, donc il y a une trentaine d'années. Un auteur américain qui est à l'origine de ce terme, Edward Wilson. Ça a du mal à défiler. C'est un peu lent. Mais... Oui, c'est peut-être un peu lent. Parce que Oh là là. Ah oui, alors je vais aller plus vite. Donc, Edward Wilson, et ce terme a été popularisé à l'occasion du sommet de la Terre de Rio. Alors, quelle définition? C'est la diversité du vivant. C'est une définition qui est relativement simple. C'est pas, vous voyez bien le bio et puis diversité, mais avec 3 niveaux d'organisation de cette biodiversité, lorsqu'on entre un peu plus dans le détail, une biodiversité génétique ou intraspécifique à l'intérieur des espèces, une biodiversité qui correspond à des espèces et des unités systématiques supérieures. Ensuite, une biodiversité écosystémique qui prend en compte l'ensemble des interactions des espèces avec leur milieu de vie, leur habitat ou leur environnement. Et je vous mentionne aussi ici la définition qu'on a donnée Robert Barbeau, qui était un scientifique malheureusement décédé, qui considérait la biodiversité comme le tissu vivant de la planète. Alors, sur l'image en dessous, vous voyez différents niveaux d'organisation de cette biodiversité. Voilà. Depuis donc le niveau intraspécifique des gènes, des individus, des populations, des communautés, des écosystèmes, et qui s'emboîtent alors dans des unités qu'on appelle des biomes, et l'ensemble des biomes constituant la biosphère. Alors, quelle relation entre la biodiversité avec ou sans l'homme? C'est une question qu'on pourra évoquer. Vous avez peut-être aussi un point de vue là-dessus. Dans cet ouvrage de Christian Lévesque, il parle biodiversité et ensuite réflexion d'un écologue sur la protection de la nature en France. Et vous voyez qu'il fait tout de suite le lien entre biodiversité et nature. Alors, voyons de quoi il en est entre biodiversité et nature. Mes diapos n'arrivent pas à défiler. Voilà, oui. Quelle différence entre biodiversité et nature? Le terme nature est un terme beaucoup plus ancien. Je vous ai dit biodiversité, c'est il y a 30 ans, et qui a des sens différents, polysémiques, je vous donne la définition de Wikipédia, correspond à l'ensemble du réel, indépendamment de la culture humaine, c'est-à-dire qu'on voit tout de suite une opposition entre nature et culture, l'ensemble des systèmes et phénomènes naturels. Donc vous avez des philosophes comme Bruno Latour, comme Descola, qui ont philosophé, j'allais dire, sur la nature, et je vous renvoie à leurs ouvrages sur des politiques de la nature, par-delà nature et culture. Bon, évidemment, je ne vais pas vous présenter l'ensemble des concepts qui sont développés. Mais quand même deux auteurs aussi qui ont été bien engagés dans la protection de la nature, Catherine et Raphaël Larère, Catherine philosophe et Raphaël Larère sociologue, qui évoquent alors dans cet ouvrage le bon usage de la nature, avec une vision aussi qui peut être évolutive. Et je vous présente aussi la référence d'un article, La nature, une idée qui évolue au fil des civilisations. Ceci pour bien vous préciser que le concept de nature, lui aussi, la perception de la nature a été évolutive. Et pour preuve, depuis quelques années, on a tendance à voir se substituer à nature le terme de biodiversité, comme je vais vous le montrer à partir de différents exemples. En vous prenant aussi comme exemple l'ouvrage de Patrick Blandin, dans les éditions Quoi, il y a quelques années, de la protection de la nature au pilotage de la biodiversité. Et je trouve que le titre est vraiment très bien choisi. On avait une approche protectionniste pour la nature et on a évolué vers une approche plus active de pilotage de la biodiversité. Je vous ai dit que je faisais partie du Conseil national de la protection de la nature qui a été créé en 1946, donc relativement ancien,
Plus récemment, en 2004, a été créé le Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité. Donc, vous voyez qu'on a rajouté le terme de biodiversité à côté de celui de patrimoine naturel. Et plus récemment encore, en 2017, à la suite de la loi pour la restauration de la biodiversité naturelle et des paysages, dont je vous reparlerai, a été créé le Comité national de la biodiversité. Il n'y a plus le terme de nature. De même, au niveau régional, les conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel datent de 92 et plus récemment, on a créé des comités régionaux de la biodiversité. Donc, les objets d'intervention sont pratiquement identiques, mais on a substitué au terme de nature celui de biodiversité. Plus révélateur encore, la direction qui s'occupe des espaces protégés au ministère de la Transition écologique maintenant s'appelait la direction de la protection de la nature. Elle a évolué vers la direction de la nature et des paysages et maintenant c'est la direction de l'eau et de la biodiversité. Donc vous voyez là aussi l'évolution au niveau des termes. Ceci pour vous dire que le terme de biodiversité, c'est un terme qui est plus scientifique. On peut davantage quantifier la biodiversité par rapport à la nature, qui est plus rigoureux, qui est moins affectif ou moins subjectif que celui de nature. Mais que également les deux termes ne se recouvrent pas totalement puisque on parle aussi à côté de biodiversité de la géodiversité. Les géologues ont introduit ce terme qui fait partie de la nature. Hein, le substrat géographique, le substrat géologique est une des composantes de cette nature, mais qui ne fait pas partie de la biodiversité. Venons-en ensuite au paysage. Alors, c'est quoi le paysage? C'est un terme qui peut être encore plus difficile à définir, mais qu'il a été tout de même dans le cadre d'une convention européenne du paysage, dont vous avez la représentation sur la figure de droite ici, qui a proposé une définition de paysage qui désigne une partie du territoire tel que perçu, c'est moi qui l'ai souligné en rouge, par les populations, dont le caractère résulte de l'action et des facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations. Donc, vous voyez bien quand même, d'une part, les aspects naturels et les aspects humains qui interviennent dans le paysage, et d'autre part, la perception qui en est faite par les populations et qui peut être différente en fonction des populations. Cette définition a pratiquement été reprise dans la loi française, donc la loi de 2016 sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, dont je vous reparlerai. Et bon, et j'ai souligné et des paysages, le paysage a été mis au pluriel, et qui définit donc le paysage comme une partie du territoire tel que perçu par les populations, dont le caractère est de l'action des facteurs naturels et humains et de leurs interrelations dynamiques. C'est une définition qui est très complète, qui de nouveau met en avant les facteurs naturels et les facteurs humains, qui met en avant la dynamique possible de ces facteurs, on en verra des exemples, et aussi le caractère subjectif, d'une certaine manière, tel que perçu par les populations. Avec un certain nombre de définitions qui apparaissent aussi dans cette loi. Je ne vais pas vous les citer, mais vous pourrez vous y rapporter. Le terme de paysage est défini, le terme de politique de paysage, d'objectif de qualité paysagère, de protection des paysages, de gestion des paysages et d'aménagement des paysages. Ceci pour vous dire que on trouve dans cette loi de 2016, excusez-moi si j'ai dit 76, en 76, il y avait aussi une loi de protection de la nature, la première. Mais dans la loi de 2016, on retrouve des définitions qui sont très précises par rapport au paysage. Sont réalisés aussi depuis déjà des décennies des atlas de paysages avec pour objectif d'identifier, de caractériser, de qualifier tous les paysages. Vous avez ici la méthodologie qui a été élaborée, qui a été validée par le ministère de l'Environnement, on va dire, et on y retrouve la façon dont le paysage est perçu de nouveau, et avec les concepts d'unité paysagère, structure paysage, d'éléments du paysage, donc tout un socle de connaissances qui sont partagés sur ces paysages avec l'Atlas des paysages. Alors, je n'ai pas trouvé de mise à jour plus récente, datant de 2017, qui montre que ces atlas de paysages sont réalisés à l'échelle de région, à l'échelle départementale, mais sur une grande partie du territoire national, dans un état d'avancement plus ou moins avancé. Alors, que ce soit la nature, que ce soit les paysages, ils ont été représentés depuis des temps qui sont très anciens par des artistes. Ici, vous avez un tableau de Nicolas Poulain de 1660 sur les 4 saisons. Les autres saisons existent aussi, enfin, je pense que vous devez connaître cela. Un siècle plus tard, Claude Monet, les coquelicots, 1867, donc, représentent d'une certaine manière la biodiversité dans un champ de céréales. Et de manière plus intéressante encore, les peintres qui ont
peint la forêt de Fontainebleau, à part l'école de Barbizon au XIXe siècle, qui ont aussi été à l'origine de la création de réserves artistiques. Et ce sont ces réserves artistiques qui ont été donc créées au départ pour l'esthétique des vieux arbres, les peintres demandaient à ce que les arbres ne soient pas coupés pour leur qualité esthétique et picturale. Et que ce sont ces réserves artistiques qui ont été transformées au XXe siècle en réserves biologiques, réserves du Gros Foutot et d'autres, qui sont vraiment des sites protégés d'un très grand intérêt, puisqu'il n'y a pas eu d'intervention humaine donc depuis plusieurs siècles. Alors, quelques exemples aussi de ces milieux naturels ou de ceux qui se traduisent par des paysages. Ici, un milieu d'abord de montagne avec très peu d'intervention humaine. Je pense qu'on est dans le parc national des Écrins. Un milieu de bocage. Alors, vous voyez ici forcément une humaine beaucoup plus forte, puisque c'est un paysage un milieu qui a été créé par les activités humaines. Le milieu de grande culture, lui aussi créé, mais encore bien davantage artificialisé, puisque la proportion d'arbres est bien plus faible, les parcelles sont plus grandes, etc. Et puis le milieu urbain, donc milieu qui est très artificialisé, on voit principalement quand même qui était très minéralisé, mais j'y reviendrai dans la dernière partie, comme je vous l'ai mentionné. Et on a forcément des biodiversités qui sont spécifiques à chacun de ces types de milieux, qui sont très différentes et qui sont en général de plus en plus appauvris depuis les espaces naturels jusqu'à ceux qui sont les plus artificialisés. Donc dans l'ordre de mes 4 diapositives. Et ici, vous pouvez avoir aussi, c'était ma diapo de couverture aussi, un paysage composite qu'on appelle aussi, j'y reviendrai, un éco-complexe, où on a d'une part des zones de haute montagne très peu touchées par l'homme, des zones d'agriculture plus ou moins intensives et puis des zones urbanisées. Pour vous dire que on peut avoir de manière séparée ces différents types de milieux, mais on peut avoir aussi des mosaïques qui interviennent à une certaine échelle. Alors, les écologues se sont aussi intéressés au paysage, s'intéressent aussi au paysage, et on en donnait une définition un peu particulière. C'est pas que le paysage, qui est une portion de territoire hétérogène, on retrouve l'hétérogénéité, composée d'ensemble d'écosystèmes en interaction. On retrouve les interactions entre les facteurs naturels et les facteurs humains, anthropiques, dont l'agencement se répète de manière similaire dans l'espace. Ce sont des auteurs anglais qui a publié cet ouvrage Landscape Ecology, et je dirais un peu malheureusement, je trouve que le terme de landscape a été traduit par paysage, ce qui ne traduit pas tout à fait le sens anglais du terme landscape, et le milieu rural aussi. Alors vous avez, je ne vais pas insister là-dessus, différents concepts qui sont utilisés, de matrices, de corridors, de tâches, de flux, de réservoirs de biodiversité, de corridors entre ces différentes unités pour étudier donc la circulation de la biodiversité au sein de ces patchs, de ces tâches que l'on retrouve dans ces unités. Et personnellement, le terme d'éco-complexe me paraîtrait beaucoup plus approprié parce que la définition de paysage ici n'est pas du tout conforme, on va dire, à la définition officielle qui en a été donnée. Mais bon, c'est pour vous préciser qu'on retrouve aussi ce terme dans un certain nombre de publications ou d'ouvrages. Alors, on l'a dit, que ce soit les milieux ou que ce soit les paysages, ils évoluent dans le temps. On peut le voir souvent à l'aide, par exemple, ici, de photographies. Ça peut être aussi des photos aériennes qui sont utilisées, où l'on voit ici à pratiquement un siècle ou 90 ans d'intervalle sur un même site. À gauche, c'est au début du XXe siècle, et à droite, c'est à la suite de la déprise agricole, le même site tel qu'il a évolué suite à la déprise agricole. Dans la même vallée, c'est la vallée de l'Hérault, et vous avez les références de la publication qui a été faite. Là aussi, un boisement spontané qui s'est fait, donc une modification du milieu, de la biodiversité et une modification du paysage, pour bien vous montrer que les trois termes sont tout de même liés. De même, on peut avoir des modifications qui sont liées plus directement encore à l'intensification par l'homme, par les pratiques agricoles, suite à des réorganisations foncières, à des remembrements. Vous voyez ici la vallée de l'Armançon, et c'est tiré de l'Atlas des paysages de Lyon à 50 années d'intervalle. Je pense que vous
vous voyez le cours de la rivière, de l'Yonne, et vous voyez bien la modification du parcellaire avec des parcelles beaucoup plus grandes et de ce fait aussi un maillage qui est beaucoup moins étroit et une biodiversité qui a très fortement évolué par suite de ces réorganisations foncières. Alors pourquoi s'intéresse-t-on à la biodiversité? On s'intéresse parce que pour sa valeur intrinsèque en tant que patrimoine génétique, mais aussi, et de manière plus forte depuis même quelques décennies, je dirais, par suite des services écosystémiques, des services écosystémiques ou écologiques, c'est la même chose, hein, qui sont rendus à l'espèce humaine et qui a été bien mise en évidence dans le cadre d'un programme international au début du XXIe siècle, dans les années 2000, qui s'appelait le Millennium Ecosystem Assessment, évaluation des écosystèmes pour le millénaire, qui a mis en évidence tous les services que l'homme peut tirer du bon fonctionnement des écosystèmes. Alors, je ne vais pas insister là-dessus parce que ça nous mènerait, ce sont des généralités, mais on y a des services qu'on a 4 grandes catégories, des services de support avec la formation des sols liée à la biodiversité, la biodiversité, les arbres, les plantes, les insectes, les champignons interviennent dans la formation des sols, évidemment, des services de production, production de l'alimentation est quand même uniquement basée sur la biodiversité, c'est pas des services de régulation, que ce soit au niveau de maladies, au niveau des flux hydriques, la qualité de l'air liée à cette biodiversité. Et n'oublions pas tous les services culturels aussi, les valeurs esthétiques de cette biodiversité spirituelle et l'usage qu'on peut en faire au niveau, par exemple, du bien-être et de l'écotourisme. Alors, je passe à ma deuxième partie, plus orientée sur les enjeux de la biodiversité et plus particulièrement sur le territoire français. Alors, c'est où la France? Je pense que c'est d'abord, si l'on veut, la France métropolitaine, les 555 000 km², mais c'est aussi, alors on va circuler partout, Saint-Pierre-et-Miquelon, territoire que je connais bien, 242 km², Saint-Barth et Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, c'est-à-dire l'ensemble des territoires français de l'océan Atlantique Nord. Mais encore l'île de la Réunion, je vous en parlerai aussi, 500 km², Mayotte, les îles Éparses, les îles australes constituant donc les territoires français de l'océan Indien. Je mets un peu à part la Terre Adélie, qui a un statut particulier, et ensuite on passe dans le Pacifique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Wallis et Futuna, Clipperton, qui constituent donc les territoires français de l'océan Pacifique. Donc tous ces outre-mer forment milieu terrestre, 110 000 km², donc c'est à peu près un cinquième de la France métropolitaine, si on fait la comparaison. Et n'oublions pas aussi toute la zone économique exclusive marine de plus de 11 millions de km², qui est la plus importante ou la deuxième plus grande au monde. Donc c'est tout ça la France, ce n'est pas seulement l'Hexagone. Et pour montrer les implications de cette diversité du territoire français sur l'ensemble de la planète, un auteur américain, Myers, a identifié en 2000, l'année 2000, le concept de hotspot ou de point chaud de biodiversité au niveau mondial. Je vous en donne la définition, un peu curieuse peut-être, mais pas. 1500 espèces de plantes vasculaires, de plantes à fleurs, ou de plantes à fleurs et fougères, les plantes vasculaires endémiques du territoire, et territoire qui a perdu moins de 70% de sa végétation primaire. Ce sont ça les points chauds de biodiversité, et il a identifié sur la base de ces critères 34 points chauds de biodiversité au niveau mondial, c'est-à-dire que ce sont les endroits où se concentrent les enjeux de biodiversité les plus importants, et la France est concernée par 5 de ces points chauds. D'une part, la région méditerranéenne, ensuite les petites Antilles, ensuite les îles de l'océan Indien, donc autour de Madagascar, puis la Polynésie, puis la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est bien pour vous dire quelle est l'importance de la préservation de la biodiversité et de ce patrimoine naturel au niveau du territoire français. Et effectivement, la France abrite donc 10% des espèces connues sur la planète, donc plus de 180 000 espèces qui ont été recensées. Donc ce sont des chiffres ce sont des approximations évidemment, et tout de même tous les ans cette biodiversité reste encore relativement méconnue, et on décrit à peu près 600 espèces nouvelles pour le territoire français tous les ans.
donc des espèces nouvelles qui sont identifiées et qui sont décrites. L'essentiel de ces espèces sont dans les outre-mer français, puisqu'on y trouve 3450 plantes vasculaires endémiques, 380 vertébrés endémiques, c'est-à-dire bien davantage que dans toute l'Europe continentale, qui est 100 fois plus grande que ces territoires français d'outre-mer. Donc, c'est vous montrer que sur des petits territoires, mis à part la Guyane qui est plus grande, mis à part les terres australes aussi qui sont plus grandes, mais souvent, et on y reviendra, sur des petits territoires, on a concentré des enjeux de biodiversité qui sont très importants. Mais c'est aussi sur le territoire français qu'on a un grand nombre de menaces sur cette biodiversité, puisque la France se classe au 6e rang des pays hébergeant le plus grand nombre d'espèces menacées par des listes rouges publiées par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Sur plus de 17 000 espèces qui ont été évaluées en France, donc vous voyez que sur les 180 000, il n'y a qu'une sur 10 qui a été évaluée, qui a fait l'objet d'une évaluation liste rouge. On en a 2700 qui sont menacées. Et en particulier, plus de 600 espèces endémiques strictes. Endémiques, c'est des espèces qui sont propres à un territoire. Endémique de la Corse, c'est une espèce qu'on ne trouve qu'en Corse, par exemple. Donc pour laquelle aussi la Corse, à ce moment-là, ou l'île de la Réunion ou la Nouvelle-Calédonie, aura l'entière responsabilité de son existence. C'est-à-dire que si elle disparaît sur ce territoire, elle est disparue, elle n'existe pas nulle part ailleurs, donc elle est totalement disparue. Alors, juste un petit focus, puisque j'y reviendrai à plusieurs reprises, mais je vais aller assez vite. Je pense que ce sont des choses qui sont bien connues. Les listes rouges qui sont établies par l'UICN au niveau mondial et au niveau de territoires plus restreints. Ça peut être l'Europe, ça peut être la France, ça peut être aussi différentes régions françaises, avec différentes catégories qui sont distinguées. Les espèces, la première catégorie qui sont éteintes, qui n'ont plus été retrouvées, qui sont présumées éteintes, les espèces qui sont éteintes à l'état sauvage, mais qui peuvent être présentes encore dans des jardins botaniques pour des végétaux ou dans des jardins zoologiques pour des animaux, mais éteintes dans Extinct in the Wild, dans le milieu sauvage, ou éteintes au niveau régional. Ensuite, des espèces qui sont menacées, c'est la deuxième catégorie, avec 3 catégories, CR en grave danger d'extinction, EN en danger d'extinction et VU des espèces qui sont vulnérables. Puis les espèces qui sont quasi menacées, elles ne sont pas encore aussi menacées que celles qui sont considérées comme vulnérables. On a aussi des espèces rares, petit faible population, mais qui ne sont pas nécessairement vulnérables. Et les espèces, alors, LC, qui sont peu concernées, c'est-à-dire elles sont représentées en vert, ce sont des espèces qui ne sont pas actuellement menacées. Et pour un grand nombre d'espèces, des espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes pour pouvoir réaliser cette évaluation ou qui ne l'ont pas encore été par manque de temps ou par manque de moyens. Oui, et ce que je voulais vous montrer, c'est bien ici, les espèces menacées, ce sont les 3 catégories CR, EN et VU. Alors, sans y passer trop de temps, mais c'est tout de même pour vous indiquer que pour ces 3 catégories, comme pour les autres, il y a des critères quantitatifs qui ont été définis pour pouvoir bien ranger chacune des espèces dans une de ces catégories, liées à la taille de la population de l'espèce, liées à sa répartition géographique, à son déclin des très faibles populations et conduisant éventuellement à une estimation de probabilité d'extinction de ces espèces. Ceci pour simplement vous préciser qu'il y a 2 types de critères, des critères de population et des critères d'aire de répartition pour pouvoir définir ces différentes catégories. Alors, je reprends un certain nombre ici d'images que j'ai reprises de l'Inventaire national du patrimoine naturel, INPN, qui est un inventaire qui est réalisé, qui est mis à jour tous les ans par l'unité mixte de service du patrimoine naturel, correspondant en gros au muséum avec l'Office français de la biodiversité, et qui donc met à jour tous les ans une statistique relative à la biodiversité sur le territoire français. Et bien sûr, le territoire français tel que je vous l'ai défini dans ma première présentation, c'est-à-dire au niveau planétaire. Et vous voyez ici, alors je vous avais dit qu'il y avait 180 000 espèces, ici il y en a un peu plus, c'est pratiquement ces 200 000 espèces, c'est mis à jour tous les ans, avec davantage d'espèces en métropole qu'en outre-mer, ce qui est un peu paradoxal, puisqu'on dit que l'essentiel de la biodiversité, 80%, est sur l'outre-mer. C'est simplement parce que toutes les espèces ne sont pas encore connues sur le territoire d'outre-mer.
Vous avez aussi, mais je ne vais pas entrer dans le détail en dessous, pour différents groupes systématiques, l'importance des espèces qui ont été décrites, que ce soit les plantes à fleurs, les escargots, les oiseaux, les poissons, etc., les coléoptères. Je vous les passe, vous pourrez vous y reporter si vous le souhaitez, et également vous procurer la brochure, enfin on la trouve très facilement en ligne, de l'Inventaire national du patrimoine naturel. Alors, je disais qu'il y avait encore de nombreuses descriptions qui étaient faites. Vous avez ici plus de 600 espèces qui sont décrites tous les ans, et principalement dans l'outre-mer. 78% des espèces nouvelles décrites sont dans l'outre-mer. Et donc, au bout de quelques années ou au bout de quelques décennies, on a forcément la courbe de la biodiversité d'outre-mer qui va passer bien au-dessus de celle de la métropole. L'endémisme, là aussi, on a donc un grand nombre d'espèces endémiques qui sont présentes en France, à peu près 22 000 espèces endémiques sur le territoire français, 11% des espèces françaises sont endémiques, et on voit en bleu, ce que j'ai encadré, c'est 84% dans les territoires d'outre-mer, 16% au niveau de la métropole. Et les principaux territoires, c'est la Nouvelle-Calédonie et c'est la Polynésie française, où on a le plus grand taux d'endémisme sur au territoire français, lié à l'isolement de ces deux territoires et à la différenciation génétique qui s'y est produite. Alors, ensuite, une slide sur les espèces menacées au niveau du territoire français. Je vous l'ai dit, sur plus de 17 000 espèces qui ont été évaluées, donc 1 sur 10, on a plus de 2 700 espèces qui sont considérées comme menacées, donc qui sont dans une catégorie CR, EN et VU. Heureusement, un certain nombre d'espèces sont protégées aussi. Au niveau du territoire français, on a plus de 7 000 espèces qui sont protégées, pas forcément sur tout le territoire ou sur une partie du territoire, y compris par exemple aux Outre-mer, correspondant à 4% des espèces qui sont protégées. Alors, les modalités de cette protection peuvent être aussi très variables selon les espèces et selon les territoires. Mais bon, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail. Alors, comment cette biodiversité a-t-elle évolué? Vous savez que la biodiversité évolue sans cesse depuis l'apparition de la Terre, il y a 3,8 milliards d'années, avec des périodes d'enrichissement et des périodes d'appauvrissement, qu'on a distingué 5 crises majeures d'appauvrissement de la biodiversité. Je ne pensais même pas la peine que je vous les lise sur la diapo, avec des taux d'extinction qui peuvent être très importants, supérieurs à 70%, voire même 90% des espèces donc, qui disparaissent à la suite de crises liées principalement à du volcanisme, liées aussi éventuellement à des chutes de météorites sur la Terre qui provoquent ce volcanisme. Et donc, on a eu des crises vraiment très importantes au cours du dernier milliard d'années, au cours des dernières centaines de millions d'années. Et le taux de perte de biodiversité lors de ces crises est d'environ 20% par million d'années. C'est bien pour vous préciser que ces crises s'étalent sur plusieurs millions d'années. Donc, ce sont des crises, on a du mal à s'imaginer cela à l'échelle humaine, évidemment, mais par comparaison, actuellement, on observe à peu près 2 à 5% d'extinction d'espèces au cours des 2 derniers siècles. Ceci pour vous dire, et puis c'est une chose qui est bien connue maintenant, qu'on a une perte de biodiversité depuis 2 siècles et qui est beaucoup plus rapide que celle des 5 crises précédentes d'appauvrissement de la biodiversité. Qui a fait dire à Bruno David et à d'autres, Bruno David, ancien président du Muséum, qu'on est actuellement à l'aube d'une 6e extinction de masse avec 3 à 10% des espèces éteintes depuis le début de l'Anthropocène, donc depuis à peu près 2 siècles, avec un processus qui s'accélère et qui risque de conduire à la disparition de plus d'1 million d'espèces au cours des prochaines décennies. Bon, je reprends ce chiffre, 1 million d'espèces au cours des prochaines décennies, avec un rythme qui est 100 à 1000 fois plus important qu'au cours des précédentes extinctions. Ici, c'est une image avec les différentes catégories UICN que je reprends, le LC en vert, Near Threatened en vert clair, vulnérable en danger d'extinction et en danger critique d'extinction, les espèces déjà éteintes, où vous voyez par rapport à différents groupes systématiques, depuis les poissons, des gastéropodes, des oiseaux, etc. À la fin, ce sont les amphibiens ou les cicadales, c'est un groupe de gymnospermes, des espèces proches des résineux, et où on voit quand même qu'il y a des variations très importantes de
de ces extinctions en fonction des groupes systématiques et de leur vulnérabilité par rapport aux changements qui sont en cours. Alors, quelques exemples qui sont bien connus aussi, qui ont été évalués par le WWF. On a estimé que 69% des vertébrés sauvages ont disparu entre 70 et 2018, donc en cours des 50 dernières années. Les populations ont décliné, ce ne sont pas les espèces, ce sont les populations de ces espèces qui sont effondrées au cours des 50 dernières années. Ce tableau aussi qui vous montre la disparition des oiseaux au niveau du continent européen et pour le territoire français, avec des régressions de moins 25% des oiseaux au niveau de l'Europe en 40 ans, correspondant à 20 millions d'oiseaux qui disparaissent chaque année, 800 millions d'oiseaux en moins depuis 1980, avec des variations quand même en fonction des types d'habitats, par exemple très fortement pour les habitats agricoles, pour les oiseaux qui préfèrent le froid, le milieu urbain aussi, moins 28%, les oiseaux forestiers. Bon, je passe assez vite parce que l'heure tourne tout de même. On voit des déclins, différentes sources de déclin, et en particulier la gestion agricole intensive, au niveau du milieu forestier, de même l'intensification de la gestion forestière, la hausse des températures et les surfaces urbanisées. Un autre exemple qui a défrayé la chronique l'année dernière, qui a montré que 75% de disparition des insectes en 27 années dans des espaces protégés en Allemagne. C'est-à-dire qu'on a la biomasse des insectes qui est beaucoup plus faible que celle qu'il y avait il y a quelques décennies. Alors, quelles sont les causes de cet effondrement de la biodiversité? Je vous cite des rapports de l'IPBES, qui est l'équivalent, c'est ce qu'on appelle le GIEC de la biodiversité, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les changements écosystémiques, qui a évalué donc les causes de cet effondrement de la biodiversité: changement d'usage des terres et de la mer, exploitation directe de certains organismes, par exemple dans le milieu marin, le changement climatique, les pollutions, les espèces exotiques envahissantes. Mais donc, il y a un ordre de présentation, mais qui peut être variable en fonction des territoires. Dans certains territoires, une cause peut être plus importante qu'une autre. Par exemple, dans les îles isolées, à fort endémisme, ce sont souvent les espèces exotiques envahissantes qui sont la première cause d'effondrement de la biodiversité, parce que ces espèces exotiques se substituent, éliminent par prédation pour les animaux ou par compétition interspécifique pour les végétaux, les espèces endémiques natives de ces territoires. Alors, par exemple, justement, il y a un rapport de l'IPBES qui a été publié il y a 2 mois, au mois de septembre 2023, sur les espèces exotiques envahissantes, qui a mis en évidence que 60% des extinctions de plantes et d'animaux dans le monde, les invasions biologiques jouent un rôle important. On peut avoir, vous l'imaginez bien aussi, parfois une combinaison de différentes causes qui aboutissent à des effondrements encore plus importants, et que les coûts annuels dépassent plus de 400 milliards de dollars, qui ont quadruplé à chaque décennie depuis 1970. Alors, ce n'est pas moi qui vous donne ces chiffres, c'est des chiffres que j'ai recopiés méticuleusement à partir du rapport de l'IPBES. Ensuite, alors, partie suivante, que faisons-nous par rapport à cela? Heureusement, on ne reste pas les bras croisés devant l'effondrement de la biodiversité. Des actions sont mises en œuvre de manière plus ou moins efficace, souvent moins que plus, à différentes échelles. Les conventions internationales, la première, je vous l'ai dit déjà, la Convention des Nations Unies sur l'environnement et le développement, date de 1992, donc il y a 30 ans, à Rio de Janeiro, et a été suivie par un certain nombre d'autres conventions qui ont lieu régulièrement. La dernière, elle devait avoir lieu en Chine, elle a eu lieu en Montréal au mois de décembre l'année dernière, la COP15, sur la diversité biologique, avec des mesures qui sont adoptées, qui prévoient de protéger 30% de la planète d'ici 2030. C'est bien, si effectivement ça pouvait être fait, de restaurer 30% des écosystèmes, réduire l'impact des pesticides. Vous savez ce qu'il en est des néonicotinoïdes au niveau du territoire européen, augmenter les financements en faveur de la biodiversité du vivant, etc., et de donner aussi l'importance aux peuples autochtones et aux acteurs locaux comme gardiens de la biodiversité, donc de les impliquer dans cette préservation de la biodiversité. Bon, ce sont un peu des vœux pieux tout ça, qui sont réalisés. Je pense que c'est bien tout de même sur le principe qu'il y ait des grandes orientations prises au niveau international, que les États ont ensuite la responsabilité de mettre en œuvre. Ensuite,
On a le niveau européen. Niveau européen, au moins, il y a des choses concrètes qui ont été mises en place. Le réseau Natura 2000, ce que vous connaissez, hein, qui concerne 27 pays maintenant, moins le Royaume-Uni, avec un réseau de plus de 27 000 sites qui sont préservés sur la base de 2 directives qui donnent des critères de sélection de ces sites Natura 2000, que ce soit alors des oiseaux, que ce soit le reste la première directive qui avait été mise en place, c'était la directive oiseaux, ensuite le reste de la biodiversité, y compris les habitats, ce qui conduit à un réseau qui couvre 18% de la surface terrestre et près de 9% des eaux marines. C'est des chiffres qui datent de 2020. Donc c'est tout de même des superficies qui sont tout à fait conséquentes. Avec, bon, pour le territoire français, vous voyez là aussi, hein, les chiffres, 13% du territoire au niveau terrestre et 36% au niveau de la zone économique européenne, la zone économique exclusive française. Je vous en présente deux cartes ici pour montrer sur la deuxième qu'il y a un découpage qui est réalisé en fonction de zones biogéographiques, ce qui est un des avantages aussi du réseau Natura 2000, avec des zones atlantiques, continentales, méditerranéennes, alpines et d'autres qui ne nous concernent pas. Et donc, vous voyez l'importance de ce réseau. Et dans la directive Habitat Faune Flore, il est demandé à ce qu'il y ait tous les 6 ans un état de conservation de ces habitats, de ces espèces qui figurent dans les annexes de la directive, qui soit établi, avec 3 grandes catégories. D'une part, ou 4 si vous voulez, le quatrième c'est inconnu en gris, en rouge défavorable mauvais, en jaune défavorable inadéquat et en favorable. Et donc, on voit quand même qu'il y a beaucoup de rouge et de jaune, c'est-à-dire ce qui est défavorable, et qu'il y en a peu qui sont en état de conservation favorable, que ce soit à gauche pour les grands types d'habitats ou que ce soit à droite pour les grands groupes d'espèces, mammifères, amphibiens, reptiles, insectes, etc., etc. Ce que on peut représenter aussi ici, puis qui montre bien sur ce diagramme, que seulement 1/5 des habitats naturels, donc ce qui est en vert, et 1/4 des espèces d'intérêt communautaire sont dans un état de conservation favorable sur le territoire français, avec là aussi des variations que l'on peut avoir en fonction des territoires biogéographiques. Je n'entre pas dans le détail, mais vous pourrez examiner cela de manière plus précise. Donc des résultats qui peuvent être contrastés. Ce qui a conduit aussi l'Europe à mettre en place, et c'est tout à fait d'actualité, dans le cadre du pacte vert, un ambitieux projet de restauration de la nature. Ayant constaté que le programme Natura 2000 met en évidence qu'on a quand même près des 3/4 des milieux qui sont dans un état de conservation qui n'est pas favorable, qu'il y a nécessité de mettre en place des actions ambitieuses de restauration de cette biodiversité. Donc vous voyez ici les chiffres qui sont annoncés, restaurera au moins 20% des terres et des mers d'ici à 2030, avec des plans nationaux de restauration pour les espèces et pour les habitats, ceci en s'appuyant sur les directives, oiseaux et directives Habitat Faune Flore, et c'est l'Europe qui donc mettra en place un certain nombre d'obligations pour les différents États à se conformer à cette directive. Alors, on en parle beaucoup au cours de ces dernières semaines ou ces derniers mois. Il y a eu un premier accord du Parlement européen qui a été obtenu au mois de juillet. Il y a des discussions encore ces dernières semaines avec des oppositions très fortes de certains lobbies qui sont opposés à ces actions, ces programmes de restauration, et aussi des protecteurs de la nature qui estiment que ça ne va pas assez loin. Et d'après ce que j'ai entendu, c'est Christophe Béchu qui nous a dit ça hier, qu'il y avait une opposition, il y avait un vote défavorable d'une part de ceux qui estimaient qu'il n'y en avait pas assez, et en même temps de ceux qui estimaient qu'il y en avait trop. Ce qui fait que pour le moment, cet ambitieux projet est un peu en attente d'être effectivement mis en place, mais il faut espérer vraiment qu'il se mettra en place parce que les règlements européens sont contraignants. C'est pas, contrairement alors aux vœux qui sont des COP internationales. Pour exemple, le règlement européen sur les espèces exotiques envahissantes, qui date de 2014, relatif à la prévention, la gestion, l'introduction, la propagation des espèces exotiques envahissantes, donc il s'est traduit par un plan européen, et qui définit un certain nombre de termes. De nouveau, vous voyez que
j'aime bien que les termes soient bien définis par rapport à cela, sinon on peut les interpréter de manière très variable avec espèce exotique, exotique envahissante, et surtout une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union européenne, qui est une espèce dont les effets négatifs ont été jugés de nature à exiger une action concertée au niveau de l'Union. Et c'est sur la base de cette dernière catégorie que jusqu'à présent, et en 3, 4 ou 5 phases, 88 espèces ont été désignées comme étant faisant partie de ces espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union européenne, et que donc des actions doivent être engagées par les différents pays pour assurer des moyens suffisants pour essayer de mettre en place des mesures permettant d'intervenir par rapport à ces invasions biologiques. Alors, au niveau français, alors je vous l'ai déjà dit, on avait la fameuse loi de 2016, Biodiversité, Nature et Paysage, qui est une loi très importante. Je n'ai pas le temps de vous la présenter en détail, mais j'en ai nommé extrait un des articles qui me plaît bien, c'est celui qui me plaît le plus, hein, pour tout vous dire, par rapport aux mesures de compensation. Vous savez que par rapport à tous les travaux qui sont menés pour des projets de zones industrielles, d'urbanisation, de voies de communication doivent être réalisées, donc des études d'impact, et qu'une évaluation de l'impact sur la biodiversité, avec une demande éventuellement de dérogation par rapport à des espèces protégées, dans lesquelles intervient le CNPN, et que des mesures d'évitement, de réduction et de compensation sont proposées par rapport aux atteintes sur la biodiversité, dont l'objectif, et je lis alors l'article de la loi, donc l'objectif est l'absence de perte nette, voire un gain de biodiversité, qui doit se traduire par une obligation de résultat, quel que soit le coût. L'important n'est pas le coût de l'opération, mais simplement ça doit permettre de garantir la compensation ou la réduction ou l'évitement par le projet des impacts sur la biodiversité, et effectives pendant toute la durée des atteintes. Si elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction, les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées. Celui-ci n'est pas autorisé en l'état. C'est moi qui ai souligné, c'est-à-dire que si on a des projets qui ont des atteintes qui ne sont pas compensables, a priori et en principe, ils ne devraient pas être autorisés. Il n'y a pas beaucoup d'exemples quand même de mise en œuvre effectivement de cet article de la loi, mais qui devrait, en général, on essaie de trouver une autre solution alternative par rapport à cela, mais a priori, les projets ne devraient pas être autorisés en l'état. Alors, dans le cas de cette loi, a été prévue aussi la mise en place d'une nouvelle stratégie nationale de biodiversité 2030. Cette stratégie, elle a été présentée hier par la Première ministre, le ministre Christophe Béchu, la secrétaire d'État à la biodiversité. Je vous ai mis le lien avec la présentation qui en a été faite donc à Matignon. Vous pouvez le regarder, il y en a pour 2 heures à peu près. C'est très intéressant de voir donc la présentation faite par les ministres et des interventions d'un certain nombre de parties prenantes ou de protecteurs de la nature par rapport à cette présentation. Donc je vous en présente les grandes lignes, les 5 pressions principales. C'est celle qu'on retrouve au niveau international: destruction des milieux naturels, changement climatique, pollution, surexploitation des ressources naturelles et espèces exotiques envahissantes. Donc ça, c'est une diapo que j'ai reprise de cette stratégie. De même, quels sont les enjeux? Limiter la consommation d'espace et préserver les milieux. On parle beaucoup de ces dernières semaines, ces derniers mois, d'artificialisation nette, le projet de zéro artificialisation nette qui remue un certain nombre de politiques qui ne voient pas ça d'un très bon œil, mais que la consommation de ces espaces est tout de même très rapide et c'est une cause majeure de régression de la biodiversité et en même temps de changement climatique. Donc, deuxième volet, deuxième enjeu, préservation des écosystèmes et des espèces, avec les espaces protégés qui couvrent plus de 30% du territoire. Mais encore faut-il voir quelle est la protection effective au niveau de ces 30%. Donc, je vous présente rapidement les 4 axes de la SNB, et puis vous avez le lien aussi avec les textes que vous pourrez retrouver sur le site internet du ministère. Le premier axe, réduire les pressions qu'ils exercent sur la biodiversité, changement d'usage des terres
et des mers, la lutte contre limiter le changement d'usage, lutter contre la surexploitation des espèces, réduire le changement climatique, réduire les pollutions, lutter contre les espèces exotiques envahissantes et accompagner certains secteurs prioritaires, agricoles, pêche, aquaculture, qui sont des sources importantes d'impact sur la biodiversité. Et avec des fiches correspondantes que vous pouvez consulter, l'ensemble du document fait plus de 300 pages. Donc, axe 2, restaurer. Après, le premier axe sur la réduction des pressions, le deuxième sur la restauration de la biodiversité, restauration des continuités écologiques, ramener la nature en ville, on y reviendra, renforcer la résilience des écosystèmes forestiers. On a vu quand même qu'on avait des gros problèmes au niveau des milieux forestiers en France au cours de ces dernières années, avec des dépérissements en France, ailleurs aussi, liés d'une part au changement climatique, liés aussi à des modes de sylviculture qui ne sont plus adaptés par rapport au contexte actuel. Favoriser les haies, il y a un plan haie qui a été lancé, restaurer les zones humides, restaurer les sols, inverser le déclin d'espèces phares menacées, en particulier les espèces endémiques dans les outre-mer. Troisième axe, mobiliser tous les acteurs, exemplarité de l'État, il y a de quoi faire, et des services publics, accompagner les collectivités territoriales, les entreprises également, et l'ensemble des citoyens qui doivent être mobilisés. Ensuite, le quatrième axe, avoir des moyens, d'une part, avoir des connaissances suffisantes sur les enjeux de biodiversité et mobiliser des financements privés et publics par rapport à cela, avec une gouvernance interministérielle. Par rapport à ces quatre axes, je pense que tout le monde adhère à ces objectifs. Ensuite, il faut voir effectivement quels seront les moyens qui seront mis en œuvre et quelle sera la volonté politique pour effectivement accorder la priorité à ces objectifs par rapport à d'autres objectifs relevant d'autres ministères. Pour terminer, une approche régionale, et comme je vous ai dit que c'est principalement dans les Outre-mer qu'on a les plus gros enjeux, j'ai choisi un territoire d'Outre-mer que je connais relativement bien, qui est l'île de la Réunion, où on a des très forts enjeux de biodiversité. Donc c'est une île volcanique de 3 millions d'années, 2500 km², c'est pas très grand, vous voyez les dimensions à peu près, mais avec un relief très marqué, jusqu'à plus de 3000 mètres, le piton des neiges, des cirques, des remparts très abrupts, ce qui se conduit à des conditions climatiques très contrastées sur ce petit territoire. On a une partie, la partie est, avec des précipitations supérieures à 7 mètres par an, et la côte ouest, avec moins de 700 mm, donc 10 fois plus. Vous imaginez bien que cela se traduit aussi par des conditions d'habitat naturel qui sont très différentes. C'est un territoire qui est occupé par l'homme depuis un peu plus de 3 siècles, 800 000 habitants, et 1 million est prévu en 2025, ce sera peut-être plutôt 2030, et c'est un des hotspots de biodiversité, avec 40% de la flore indigène qui est endémique de l'archipel des Mascareignes, donc avec Maurice et l'île Rodrigue, donc qui forment l'archipel des Mascareignes avec un endémisme très important à l'image de cette espèce. C'est une espèce proche des campanules, un Heterokenia, qui est une espèce endémique de la Réunion qui est vraiment très 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 jolie. Alors, ce territoire a subi, du fait de l'action de l'homme, une réduction très forte de ces milieux ou de ce qu'on appelle de ces habitats naturels. Vous voyez, entre 1600 et 2000, ce qui est en blanc en 2000, ce sont des milieux qui soit ont été urbanisés, soit avec des cultures intensives, en particulier de canne à sucre. Donc, très forte réduction de la végétation naturelle, en particulier à basse altitude. Un appauvrissement faunistique très important. Il y avait une tortue terrestre endémique de la Réunion, j'ai du mal à l'imaginer, avec des centaines de milliers d'individus, voire plus d'un million, qui a totalement disparu. Était utilisé comme ressource alimentaire. C'est pas... De même, d'autres espèces de reptiles qui ont disparu, des espèces de singes, comme vous en voyez en dessous. Donc 50% des reptiles indigènes ont disparu. De même, au niveau des mammifères, c'était uniquement des chauves-souris, des chiroptères qui étaient présents. Il n'y a pas d'animal, de mammifères terrestres non volants qui étaient présents, parce que c'est un territoire insulaire qui est sorti de la mer, donc il n'a pas pu être atteint par des mammifères. On a une disparition des 2/3 des oiseaux terrestres qui étaient présents. Vous en voyez ici un exemplaire, le solitaire, c'est pas des huppes, un pigeon, une oie.
et certaines espèces qui sont proches de l'extinction, par exemple le tuit-tuit qui fait l'objet de toutes les attentions, dont il ne reste plus que quelques dizaines de couples reproducteurs au début des années 2000. Sur le plan floristique, on a une flore qui est très riche, qui est mieux préservée, mais qui est fragile. Plus de 900 espèces donc, de plantes à fleurs et fougères, donc plantes vasculaires qui sont indigènes, avec 24% d'espèces endémiques strictes de la Réunion et 40% d'espèces endémiques de Madagascar. Une forte régression d'entre elles, 41 espèces qui ont disparu, qui n'ont plus été retrouvées, et ce qui avait conduit les associations, la SREPEN, Société réunionnaise d'études de protection des espaces naturels, qui avait publié un ouvrage, La flore en détresse, déjà il y a plus de 30 ans. Et actuellement, la dernière évaluation qui a été faite du livre rouge, ça date de la semaine dernière, qui fait état de 395 espèces menacées, donc 41% de la flore qui est dans cette catégorie d'espèces menacées, donc CREN-UVU, alors qu'il n'y en avait que 30% en 2010, ce qui montre que la situation n'évolue pas de manière favorable pour ces espèces. Mais tout de même des actions qui sont mises en œuvre de manière importante sur ce territoire. 4 réserves naturelles nationales avaient été mises en place, donc 2 ont été intégrées dans le parc national, qui a été créé en 2007, et qui, vous le voyez ici, le cœur du parc, qui fait tout de même 100 000 hectares, c'est-à-dire 42% du territoire de la Réunion, qui est classé en zone cœur de parc national. C'est considérable. C'est effectivement, vous le voyez sur la carte, le cœur de parc, dans les zones qui sont aux altitudes les plus élevées, et où la végétation et milieux naturels se sont le mieux conservés, mais c'est tout de même des superficies qui sont vraiment très notoires pour un territoire aussi petit et aussi densément peuplé. La zone d'optimale d'adhésion, 30%, et des zones protégées aussi par le Conservatoire du littoral, sur le littoral qui n'est pas concerné par le parc national, des actions de renforcement de population qui ont été mises en place, de restauration d'habitat. Je vous en présente rapidement une, qui est la réintroduction de cette espèce endémique sur le territoire de la Réunion, Ruisia cordata, qui était pratiquement disparue, dont la reproduction a pu être obtenue par le Conservatoire botanique de Brest, qui a ensuite réintroduit sur le territoire de la Réunion plus de 1800 plants qui ont été mis dans le milieu naturel et qui ont été distribués aux habitants, qui ont été mis au cœur des villes pour que les personnes s'approprient cette espèce et qu'ils n'aillent plus faire des écorçages. C'est une espèce, c'était le bois de senteur qui était récolté pour faire des tisanes. Et une faible partie s'est maintenu, mais je vous cite quand même la phrase de Le Souef que j'aime bien: le sauvetage a été assuré. C'était là l'essentiel, qu'à partir du moment où l'espèce est vivante, toutes les portes restent ouvertes. La réintroduction peut être retentée à tout moment, incluant des spécimens maintenant détruits, mais survivants en culture. Donc c'est une sauvegarde qui a pu être obtenue. Une opération plus importante a été réalisée il y a quelques années, donc dans le cadre d'un programme européen, un programme LIFE, associant le parc national, associant un certain nombre d'autres acteurs, donc sur les milieux les plus appauvris, dont il ne restait plus que 1%, la forêt xérophile, semi-sèche, très dégradée par les invasions biologiques et par les incendies, et avec un programme de restauration de 30 hectares et de reconstitution sur 9 hectares. Vous en voyez ici dans la zone de restauration, et il a été réalisé des prélèvements de plus de 300 000 graines dans le milieu naturel, mise en germination en pépinière, plantation de 100 000 plants d'une cinquantaine d'espèces. Donc, ce n'est pas des boisements de replantation d'une ou deux espèces, c'est vraiment l'ensemble de la flore indigène constitutive de ce milieu qui a été prise en compte pour faire cette restauration du milieu, ce qui ne se fait pas beaucoup en métropole, soit dit en passant. Dans ces projets, vous avez un petit film que vous pourrez voir sur ce lien. L'opération telle qu'elle a été faite de reconstitution, vous voyez que c'est quand même des opérations relativement lourdes, avec donc introduction de la première année de 30 000 plantes, 45 espèces sous forme de placettes, avec un design qui a été bien défini pour avoir de la diversité au niveau de placettes. L'opération telle qu'elle est réalisée, le fameux Ruisia, vous l'avez en haut à gauche, donc une opération vraiment très, très, très lourde. La deuxième année, donc on voit que
il y en a eu une évolution favorable. La pluviométrie a été relativement satisfaisante en début de l'année 2013 et un certain nombre d'espèces qui ont été plantées l'année précédente ont fleuri. Un bilan vient d'être réalisé il y a 5 ans qui montre qu'il est un peu mitigé, qui est moyen pour la restauration, qui est bon pour la recréation des 9 hectares, pour la reconstitution des populations des espèces et au niveau des protocoles de restauration, mais qui reste mauvais au niveau de l'acquisition des connaissances. Et en quelques minutes, la biodiversité urbaine, que faut-il en penser? C'est quoi la biodiversité urbaine par rapport aux autres biodiversités des milieux naturels que je vous ai présentées? D'une part, on a plusieurs composantes. Il y a dans cette biodiversité urbaine une composante autochtone. Ce sont des espèces qui sont naturellement présentes dans les milieux urbains. Je vous en cite quelques exemples bien connus: rouge-gorge, lézard des murailles, faucon cresserelle, écureuil éventuellement. Mais à côté de ces biodiversités autochtones, on a des espèces naturalisées qui ont été introduites par l'homme et qui se reproduisent spontanément, dont certaines peuvent être des espèces invasives au niveau d'un certain nombre de villes en France et en Europe. C'est l'exemple de la perruche à collier que je vous ai illustré ici. Ensuite, on a une biodiversité domestique. Ce sont des espèces qui sont introduites à des fins ornementales ou d'accompagnement. C'est pas assez. Je mets dans cette biodiversité domestique les arbres plantés, les animaux de compagnie, bon, etc. Et enfin, voilà, un petit chat, et puis l'homme qui fait partie aussi, qui est l'espèce dominante au niveau des populations, enfin encore que mais enfin qui a le plus grand impact dans cette biodiversité humaine, l'espèce humaine, avec de nombreuses interactions que l'on trouve entre ces différentes catégories, puisque les arbres qui sont plantés sont l'habitat de nombreuses espèces sauvages, des champignons, des lichens, des insectes, des oiseaux, des mammifères, que des animaux introduits assurent aussi la pollinisation, c'est le cas des abeilles domestiques, pollinisation d'un certain nombre de végétaux, et la dissémination des graines de ces espèces. Les animaux de compagnie peuvent aussi être des consommateurs, des prédateurs. Le chat sur les oiseaux, c'est un exemple bien connu. Et l'homme, évidemment, intervient à tous ces niveaux. C'est lui qui a créé les habitats et qui a introduit volontairement ou involontairement un certain nombre d'espèces. Donc la caractéristique de cette biodiversité humaine, de cette biodiversité urbaine, ce sont bien les interactions entre ces différentes composantes naturelles introduites que l'on a dans la biodiversité humaine, la biodiversité urbaine. Alors, je fatigue un peu, hein, la biodiversité urbaine présente des mosaïques entre, d'une part, des espaces minéralisés, que ce soit des immeubles, que ce soit des parkings, des espaces végétalisés, des pelouses, des plates-bandes fleuries, hein, ce que vous voyez sur la deuxième diapo, des espaces boisés plus ou moins importants, des alignements d'arbres, des squares, des forêts urbaines et des milieux aquatiques de manière plus ou moins importante selon les milieux urbains. Cette biodiversité rend de nombreux services écosystémiques. D'abord, le stockage de carbone, sa contribution au ralentissement d'augmentation de CO2 au niveau des arbres principalement, la réduction et le confinement des pollutions urbaines, l'atténuation des îlots de chaleur urbains, là aussi les milieux arborés. Vous voyez ici à Paris, il y avait 4 degrés d'écart lors des grosses canicules entre les bois de Boulogne et de Vincennes et le centre de l'agglomération, la régulation du cycle de l'eau et le bien-être des populations qui plébiscitent ces espaces verts dans le milieu urbain. Ces mosaïques d'habitat constituent aussi les trames vertes et bleues. Vous avez aussi l'agglomération parisienne, ce qui est vert. Entre les deux bois de part et d'autre, vous avez les connectivités écologiques qui sont assurées par, que ce soit les boulevards plantés, que ce soit des espaces verts, des parcs, permettant aussi la circulation de la biodiversité, à l'exemple du renard ici à Paris que l'on peut trouver dans certains espaces. Alors, faut-il protéger cette biodiversité et cette nature en ville? Je vous renvoie à un article que j'ai écrit il y a quelques années par rapport à cela. Alors, qu'est-ce que la nature en ville? Si vous interrogez nos concitoyens, la nature en ville, ce sont les espaces verts, tels que celui que je vous représente ici sur le parc Montsouris. Qu'est-ce que la biodiversité? C'est ce qui est vivant, c'est l'ensemble des espèces sauvages domestiques, y compris les différentes espèces domestiques, chats, rats, et le rat aussi fait partie de la biodiversité, les punaises font partie de la biodiversité, etc. Je vous en passe, et des meilleurs. Quelle nature et quelle biodiversité sont souhaitées par les populations urbaines? Je pense que c'est principalement celles qui rendent des services écosystémiques que je vous ai énumérés tout à l'heure, d'ombrage, de bien-être, de satisfaction d'un certain nombre de besoins de ces populations.
que je vous représente ici. Et donc, à mon sens, le terme de protéger n'est pas vraiment approprié par rapport à la biodiversité urbaine, puisque c'est une biodiversité, c'est une nature qui est en très grande partie artificielle. Par contre, il est nécessaire de la favoriser, d'étendre les superficies de ces milieux dits naturels, de ces espaces de biodiversité, et de les gérer pour satisfaire au mieux les services écosystémiques que l'on attend de cette biodiversité urbaine. Voilà, ça c'était la première partie. Ensuite, j'ai pas trop débordé par rapport à, à Non, l'introduction ça de, va. de Julie et de Christine, puisque j'ai 36 sur ma montre. Donc, comme je vous l'ai dit, si en fonction des discussions, des orientations, j'ai quelques diapos qui peuvent illustrer un certain nombre de focus sur des points particuliers par rapport à cette présentation. Merci beaucoup, Serge. Ouais, vous avez déjà parlé vraiment de beaucoup de choses. On peut voir déjà si à ce stade, il y a des questions ou des réactions. Et puis, en fonction, éventuellement, avoir droit à quelques petits plus avec les autres slides. Donc, je vous laisse la parole toutes et tous. Vous pouvez poser vos questions directement dans le chat ou à J'en profite pour boire. l'oral. Ouais. Alors, j'ai Oui. pas regardé le chat pendant ma présentation. Alors, il n'y a pas eu de questions, mais là, je vois qu'il y a une main levée de Pierre-André. Nous vous écoutons. Oui, bonjour, merci, c'était très intéressant. Du coup, j'ai une question sur un sujet qui est un sujet sensible, c'est la continuité écologique et la problématique de la loi sur l'eau, qui effectivement cristallise un certain nombre de débats et de moyens publics pour d'un côté détruire des barrages et d'autre côté en reconstruire. C'est quelque chose qui est pour la Fondation du patrimoine est intéressant puisque grâce à la Fondation, on arrive à entretenir des digues et des barrages d'étangs. Donc ça veut dire qu'on n'est pas forcément des pros continuité écologique à la Fondation. Je n'ai pas de position dogmatique par rapport. Vous m'entendez? Oui? Oui. Je n'ai pas de position dogmatique par rapport à ça. Je pense que ça doit être étudié au cas par cas, par rapport aux avantages, par rapport aux inconvénients. Il y a des courants quand même qui plaident en fonction de la restauration, de la naturalité. Je vous en donnerai des exemples aussi tout à l'heure, si vous voulez, pour reconstituer un fonctionnement plus naturel de ces hydrosystèmes. C'est pas par rapport au cours d'eau, mais que c'est à voir au cas par cas. Donc, si vous voulez, une réponse de principe, ce serait tout de même d'aller dans le sens de la restauration du fonctionnement naturel de ces hydrosystèmes qui ont été très fortement artificialisés par la réalisation de plans d'eau, mais sans forcément tomber non plus dans des extrêmes. Analyser au cas par cas. Ok, merci, parce qu'effectivement, il y a un bel exemple. Je suis dans Poitou-Charentes. En artificialisation, il n'y a pas mieux que le Marais Poitevin, et pourtant, c'est un magnifique lieu de biodiversité. Tout à fait. Non, non, mais c'est pas. On a des milieux artificiels qui peuvent être vraiment. L'homme est une des composantes de la biodiversité. Il a détruit beaucoup de choses, il en détruit encore beaucoup trop, mais il a aussi créé des habitats. Le bocage, c'est un milieu les pelouses, les prairies, j'en redirai peut-être quelques mots, ce sont des milieux d'origine anthropique, mais qui hébergent une biodiversité très intéressante. Et le Marais Poitevin, c'en est tout à fait un très bon exemple. Bon, il y avait autre chose avant le Marais Poitevin, il y avait d'autres marais, il y avait d'autres. Mais l'homme peut être un créateur aussi d'habitats qui hébergent la biodiversité. L'homme ne crée pas des espèces. À ma connaissance, on peut créer des variétés. Hein. Les horticulteurs créent des variétés, les agronomes, les zootechniciens aussi créent des variétés, des cultivars, mais on ne crée pas d'espèces. C'est l'évolution qui crée les espèces sur des temps qui sont comme sur des échelles de temps qui sont incomparables avec celles à laquelle nous sommes confrontés. Merci à Mais vous. on crée des habitats favorables à certaines espèces. Il y a une autre question. Alors, en Auvergne, de Thierry Martin-Lassagne. Globalement, le bilan est-il positif depuis un siècle en matière d'évolution de la biodiversité en France et dans le monde? Ah non, non, malheureusement non. Ah non, non, non.
Vous voyez, j'ai des cheveux blancs, j'ai 70 ans, bah, j'ai vécu aussi cet appauvrissement de la biodiversité dans un certain nombre de milieux. Le bilan est très négatif. C'est par rapport à cette évolution, malgré tout ce qui a été mis en place, malgré tous les espaces protégés qui ont été créés, les parcs nationaux, les réserves naturelles, mais malgré cela, on a l'intensification de l'agriculture, quand même, on a l'urbanisation, on a les voies de communication qui ont conduit quand même à un appauvrissement très net de la biodiversité sur le territoire de l'Hexagone comme dans nos territoires d'outre-mer, malheureusement. Et c'est un scénario qui s'amplifie maintenant avec le changement climatique, avec les espèces exotiques envahissantes qui sont de plus en plus nombreuses et qui ont des impacts vraiment très importants dans certains milieux. Bon, les pollutions ne régressent pas vraiment, hein. Non, non, malheureusement, hein. J'aimerais bien vous tenir un autre discours, mais je suis pas optimiste par rapport à cela. Il faudrait vraiment qu'il y ait une prise de conscience, et non seulement une prise de conscience, mais qu'il y ait des actes qui soient réalisés de manière encore bien plus ambitieuse que ce qu'on trouve dans notre stratégie biodiversité, je vous dis, qui a été publiée hier. C'est pas bon, ouais, c'est plein de bonnes intentions, mais il y avait eu 2 autres stratégies avant et dont le bilan a bien montré qu'elles n'ont pas conduit à arrêter l'érosion de la biodiversité, parce qu'il y a trop d'autres de facteurs négatifs qui sont en jeu et qui conduisent à cette régression. Alors, on a quelques succès quand même. Il n'y a pas que des échecs. Si vous voulez, les rapaces, par exemple, il y a des espèces de rapaces qui sont dans une situation plus confortable maintenant qu'elles ne l'étaient il y a quelques décennies. Ce sont les bons contre-exemples, on va dire. Mais les oiseaux des champs, bah, si vous avez un indicateur qui s'appelle le programme STOCK, hein, suivi temporel des oiseaux communs, bah, qui met en évidence quand même une très forte régression de la plupart des espèces d'oiseaux. Pour prendre cet exemple, hein. C'est très clair. Alors, il y a d'autres, pardonnez-moi, il y a d'autres questions. Alors, il y a des réactions, des remerciements. Une question de Marie-Christine Carrier. En Occitanie, quels conseils donneriez-vous à la Fondation afin de soutenir les agriculteurs et la préservation des races agricoles, enfin des races locales, pardon. Oui, Des bah, formations. bon, d'une part, les races locales font partie de la diversité génétique. Ce sont souvent ces races locales qui sont nettement moins performantes au niveau de la production animale que les races FFPN, hein, les races qui ont été sélectionnées. Donc, ils sont aussi mieux adaptés au contexte territorial. Et donc, les races locales font tout à fait partie d'une politique de préservation de la biodiversité au niveau génétique. Donc, on ne peut qu'encourager cela, surtout que ces races locales souvent sont liées à des habitats de pelouse, de prairies, gérés de manière extensive, et que par les races locales, on a également la préservation d'autres composants de la biodiversité, d'un certain nombre de cortèges d'espèces liés à des pelouses, sur les Causses par exemple. Je ne connais pas le territoire qui est concerné de manière détaillée, mais on ne peut que soutenir cela. Merci. Et alors, je prolonge votre réponse en disant qu'il y a le prix pour l'agrobiodiversité animale de la Fondation du patrimoine existe et travaille justement sur ce type de projet. Alors, il y a d'autres réactions. Voilà, Jean Masmontet qui nous dit effectivement évolution sur la biodiversité et augmentation de la population humaine. Il y avait une question d'Hélène Fontan. Oui. Bonjour. Non. Désolée, on est dans la même salle avec Julie, donc petit problème d'interférence. En fait, j'ai une question sur la biodiversité dans le milieu forestier, auquel vous avez fait allusion à plusieurs reprises. Mais bon, sans rentrer dans les débats sur les modes de sylviculture, en fait, je voulais savoir, on entend et on lit souvent que les forêts abritent les 3/4 ou 80% de la biodiversité terrestre. Et en fait, j'aimerais savoir si cette proportion, donc en relatif par rapport à l'ensemble des écosystèmes et des milieux, cette proportion au cours des dernières décennies a eu tendance à diminuer, rester stable, à augmenter, et quelle est la tendance si on continue comme aujourd'hui
pour le futur. Mais vous parlez des forêts de quel territoire? Au niveau du territoire français, et français l'Hexagone ou également les Outre-mer, dont la Guyane? Alors, Ou est-ce plutôt au dans niveau l'Hexagone, international? mais Pardon? bon, si vous avez quelque chose de plus large, mais au moins dans l'Hexagone. Dans l'Hexagone, d'une part, on a une augmentation de l'espace forestier, bon, qui est très nette. Hein, c'est pas des espaces, des zones qui sont abandonnées par l'agriculture et qui se reboisent spontanément. C'est pas, et aussi des zones qui sont reboisées. Donc, on a une augmentation de l'espace forestier, mais on a quand même eu aussi, au siècle passé, une sylviculture relativement intensive, avec la dominance de la futaie régulière. Ce sont des plantations qui ont été faites, souvent d'essences exotiques, hein, l'épicéa par exemple, ou là encore le Douglas, hein, ou d'autres espèces, donc des monocultures qui ne supportent plus les conditions actuelles. Donc, alors, que faire maintenant? Alors, certains envisagent la migration assistée, c'est-à-dire d'introduire des espèces venant du sud qui sont mieux adaptées aux conditions climatiques actuelles. Mais il y a d'autres possibilités aussi. Je vous conseille, si vous êtes propriétaire forestier, la sylviculture à couvert continu, si vous voulez, ou la futaie régulière, ou la futaie jardinée, c'est différents termes qui sont utilisés. Vous avez plusieurs associations en France qui prônent, alors en Europe aussi, hein, qui prône ce mode de sylviculture qui est davantage adapté à des récoltes régulières, des récoltes progressives. On ne fait pas de coupe à blanc dans le cadre de la sylviculture naturaliste, mais une gestion régulière avec des ressources forestières qui sont étalées dans le temps. Ça nécessite davantage de travaux, ça nécessite davantage de manœuvres, ça nécessite aussi davantage d'intelligence, puisqu'il faut évaluer les arbres un à un pour savoir à quel stade d'évolution, de maturité ils se situent. Je pourrais vous envoyer des références, si vous voulez, sur ce sujet. Mais bon, c'est un problème actuellement. Et lorsqu'on entend qu'on va planter 1 milliard d'arbres en France, ça me laisse tout de même très dubitatif, parce que ce n'est pas forcément en plantant 1 milliard d'arbres que l'on va restaurer la forêt française. Ou je dirais même, ce n'est pas en plantant 1 milliard d'arbres qu'on va la restaurer. C'est pas en faisant des plantations. La restauration forestière, c'est bien plus compliqué. De nouveau, c'est une approche qui doit être adaptée à chaque territoire, en voyant quel est l'état de conservation de ces milieux forestiers et comment on peut reconstituer les peuplements les plus proches possibles de la nature, tout en n'oubliant pas le changement climatique qui est en cours. Bon, Merci, mais c'est un autre sujet. Je pourrais vous faire un exposé là-dessus aussi, hein. Alors, on va rester un petit peu sur ce sujet des arbres. Il y a une question aussi sur les haies et sur le maintien du bocage dont vous avez parlé tout à l'heure, en disant que la période d'abattage du remembrement est a priori passée, mais que pourtant, quand même, malheureusement non. Malheureusement non. d'agriculteurs continuent à abattre des haies. Oui. Voilà, on sait qu'il y a un plan sur la haie qui a été mis en place. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement où nous en sommes aujourd'hui? Donc effectivement, il y a un plan ambitieux qui a été mis en place, mais c'est ce que je vous dis dans mes dernières diapos aussi, c'est que plutôt que de vouloir restaurer, ce serait bien d'arrêter de détruire. C'est pas que, enfin, encore que les haies, ce sont des milieux que l'on peut reconstituer. C'est pas facile, ça nécessite tout de même des décennies entre une haie que l'on détruit, qui est le résultat d'une évolution quand même de plusieurs décennies, voire de plusieurs siècles, avec des espèces, des cortèges floristiques qui sont adaptés au contexte de chaque territoire, et puis les plantations que l'on va faire, euh, et les plantations qu'on va faire dans le contexte de changement climatique actuel, et que ces plantations ne vont pas donner forcément les résultats que l'on en attend, puisqu'elles vont être confrontées à un climat qui est fortement perturbé depuis quelques décennies. Donc, moi, je plaide pour, avant de vouloir restaurer, de pouvoir conserver et de maintenir l'existant. C'est bien de restaurer, mais c'est encore mieux de ne pas détruire, puisque la restauration, si vous y réfléchissez un peu, elle implique la destruction. Ce qu'on n'a pas détruit, on n'a pas besoin de le restaurer. C'est ce que je raconte à mes Merci. étudiants. Merci. On a une autre question sur l'outre-mer de Yanis. La plus grande biodiversité en outre-mer par rapport à la métropole est-elle due au caractère insulaire de ces territoires,
ou à une plus faible biodiversité sur le continent européen? Souvent, on a quand même un endémisme qui est lié au milieu insulaire. Il y a très peu d'endémisme en Guyane, par exemple, hein. C'est pas, la Guyane, elle est riche d'autre chose. Elle est riche d'un grand nombre d'espèces, une forêt qui est encore dans un très bon état de conservation, mis à part le gros problème de l'orpaillage, hein, qui détruit la forêt. C'est pas... Mais sinon, au niveau des territoires insulaires, c'est lié à leur isolement depuis des millions d'années, qui a été à l'origine de la création d'un certain nombre d'espèces endémiques sur ces territoires. C'est pas une plus faible diversité sur le continent européen. Le continent européen était beaucoup appauvri par les glaciations quaternaires. C'est pas par rapport à l'Amérique ou par rapport à l'Asie. On a eu la barrière orographique des Alpes et ensuite la barrière de la Méditerranée qui a conduit à au cours des périodes de glaciation et avec des périodes de repli, de reflux, à une perte d'un certain nombre d'espèces qui conduit à une certaine pauvreté des zones tempérées européennes et des zones nordiques européennes aussi par rapport à d'autres continents. Mais la grande richesse des milieux insulaires de l'outre-mer, elle est liée à leur isolement. Plus ces territoires sont isolés depuis plus longtemps, et plus l'endémisme sera important. Ce qui explique qu'on ait un plus faible endémisme dans les Antilles, peut-être, par rapport à l'océan Indien ou par rapport aux îles du Pacifique. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions par rapport à l'exposé et les autres sujets qui ont été abordés? Alors, oui, je crois qu'il y a encore une question. Monsieur Palem, on vous écoute. Oui, vous m'entendez? Oui. Juste dans le cadre de la biodiversité urbaine, on est en train de mettre tous en place des trames noires. Qu'est-ce que vous pensez de l'influence de l'éclairage, sans parler de la publicité numérique, mais tout ce qui se passe? Quelle interréaction ça peut avoir avec à la fois la végétation, puisqu'on augmente les périodes d'éclairage, et évidemment, bien sûr, avec les animaux? Oui, au niveau des végétaux, ça peut perturber la photosynthèse, hein, puisque j'ai vu, c'était dans l'outre-mer, hein, je ne sais plus si c'était en Martinique ou en Guadeloupe, hein, des espèces qui étaient fleuries à une période anormale parce que simplement elles étaient à côté d'un éclairage. C'est pas, non, donc on a une perturbation par rapport au fonctionnement des espèces végétales, et pour les espèces animales aussi. Un certain nombre d'espèces d'oiseaux, un certain nombre de chauves-souris en particulier sont très fortement impactés, les oiseaux migrateurs, hein, par cet éclairage qui est vraiment très très important. Lorsqu'on regarde des cartes, hein, d'un territoire comme la France, ou à une échelle même plus large, pendant la période nocturne, on voit quand même ces spots de lumière qui constitue une perturbation très importante pour les populations animales, en particulier les oiseaux, les chauves-souris. Juste pour compléter, est-ce que la loi climat et résilience est bien adaptée ou pas? Par rapport à l'éclairage, toujours. Par rapport à c'est un domaine que je ne maîtrise pas suffisamment pour pouvoir vous répondre, hein. Je préfère ne pas me prononcer par rapport à cela. Mais il me semble qu'elle a quand même des objectifs qui sont relativement ambitieux par rapport à cela. De manière générale, par rapport à la consommation aussi, on ne peut que se réjouir d'une diminution des surconsommations électriques pendant ces périodes où elles ne sont pas nécessaires. Lorsqu'elles ne sont pas nécessaires. Là aussi, ne tombons pas non plus dans les extrêmes. Merci pour toutes ces réactions. Est-ce qu'il y a encore des questions de dernière minute? Il y en a pas. Moi, j'ai peut-être une question pour essayer de remettre une petite note d'espoir et positif, parce que tout ça est quand même bien attristant. On voit bien qu'on n'est pas sur la bonne pente. En revanche, il y a des expériences, des expériences qui montrent que il y a une certaine capacité de cette biodiversité à
à se régénérer. On voit la réintroduction, par exemple, des loups, des ours. On voit aussi quand la pêche au thon rouge a été pendant un certain temps arrêtée, ces populations se sont reconstituées. Alors, est-ce qu'on a suffisamment de retours d'expérience justement pour se dire que à partir du moment où on s'y mettra vraiment et où on mettra en place des actions avec une volonté politique forte, on a des chances de récupérer une bonne part de cette biodiversité. Autrement dit, cette résilience de la nature, est-ce que on peut compter dessus, sans évidemment se dire qu'on ne compte que là-dessus, mais est-ce qu'il y a quand même des petites notes d'espoir et des exemples autres que les 3 que je viens de citer, qui sont peut-être un petit peu trop caricaturaux? Oui, c'est sûr que je dirais tout n'est pas perdu encore, hein. C'est pas, il y a des notes d'espoir. Il y a effectivement la capacité de résilience pour un certain nombre de milieux. On le voit, on a vu la diminution de la pêche au thon rouge, par exemple en Méditerranée, a conduit à la reconstitution des populations de cette espèce. C'est pas que on peut reconstituer. C'est bien de planter des haies tout de même, hein, de restaurer des milieux forestiers. C'est pas. Bon, les espèces qui ont disparu, on les recréera pas. C'est pas, il y a des pertes qui sont définitives. De même, il y a des milieux qui ne se reconstituent pas. Derrière moi, j'ai une tourbière de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est extraordinaire, mais une tourbière qui est détruite, on ne peut pas la reconstituer parce que les conditions climatiques ne sont plus favorables par rapport à cela. Il faudrait des températures beaucoup plus fraîches, bon, etc. Il y a des milieux qu'on ne peut pas reconstituer. Il y a des choses qu'on peut plus facilement reconstituer que d'autres, et une biodiversité à partir du moment où, c'est l'exemple que le texte que je vous ai lu de Le Souef, à partir du moment où une espèce est encore présente, tous les espoirs peuvent être permis, mais en reconstituant les habitats de ces espèces. C'est là où et le changement climatique ne va pas dans le bon sens, hein, c'est évident. Mais bon, il faut faire. Ne perdons pas quand même l'énergie pour pouvoir effectivement inverser les tendances actuelles. Christine, on n'entend pas. C'est pas le Pardon. Vas-y, vas-y. Par rapport au message que vous avez fait passer et donc il faut peut-être au sein de la Fondation qu'on le garde bien en tête, c'est que, y compris dans les actions que va promouvoir et que va porter la Fondation, de mettre une grosse préférence sur tout ce qui est maintien, restauration. Déjà vérifier qu'il n'y ait pas une pente négative qui s'installe. Et je sais que dans toutes les actions que vous avez mentionnées, notamment milieu humide, etc., la Fondation, toutes ces actions sont au cœur de la Fondation, mais il faut vraiment qu'on accentue dans cette direction. Je partage ce point de vue, évidemment. Non, la Fondation peut jouer son rôle par rapport à cela, et je ne peux que vous encourager à intervenir sur les milieux naturels en prenant en compte la biodiversité comme étant aussi un patrimoine qui mérite d'être pris en compte je ne veux pas dire de manière plus importante, mais en parallèle avec le patrimoine lié aux activités humaines, le patrimoine bâti, le patrimoine architectural. C'est un patrimoine différent qui ne fonctionne pas de la même manière, qui est peut-être, peut-on dire, plus fragile. Je ne connais pas suffisamment le patrimoine bâti par rapport au patrimoine naturel, mais vous voyez bien que le patrimoine naturel est quand même soumis à des pressions qui sont très très fortes, et qu'il est nécessaire vraiment de mettre en place des actions pour intervenir de manière très, très active, pour arrêter déjà toutes les actions qui sont menées, qui sont défavorables à l'évolution de la biodiversité, et pour essayer de restaurer ce qui peut être restauré. Oui, on va exactement, j'allais dire, on va pouvoir clore sur cette dernière note positive. Alors je vois qu'il y a une toute dernière question. Alors Pierre-André, on va vraiment prendre votre question rapidement, et puis après on pourra clore cette session.
Nous vous écoutons. Désolé, je ne veux pas retarder, mais j'avais envie de rebondir là-dessus parce que j'ai beaucoup apprécié aussi le sujet. Moi, je me bats depuis longtemps sur cette problématique. Et donc, quand j'entends la Fondation, effectivement, est là pour préserver, je le partage à 200%. Mais si on prend un exemple de haie, je ne vois pas quelles sont les actions que la Fondation peut faire pour préserver, si ce n'est encourager l'élevage. Et du coup, ça devient un sujet qui est supra-fondation, puisque là, on est sur la politique agricole et c'est en Europe que ça se passe. Donc, je sais bien que la politique agricole commune fait des efforts, mais ça ne suffit pas, on l'a dit tout à l'heure. Il y a encore suffisamment de haies qui disparaissent et que sur un cas comme celui-ci, bah, même si on n'arrive pas à faire ça, vaut mieux quand même encourager de la plantation. Voilà, c'est ce que je ressens. Non, non, mais je suis d'accord avec vous. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de réussir à maintenir quand ça existe encore et puis, ensuite, effectivement, dans certains cas, la seule façon de préserver, c'est de restaurer ou de replanter et donc, c'est ce que fait aussi la fondation. Vous avez tout à fait raison. Un grand merci à Serge. Vraiment, c'était passionnant et très, très utile, pour nous tous, pour, toute la fondation. Donc, vraiment merci, c'était très précieux. Ben, merci Merci à vous à aussi, hein, pour votre intérêt pour la biodiversité. Et puis, merci à toutes et tous qui avez, assisté à cette session. Je retiens aussi, voilà, cette note positive de fin. Effectivement, la fondation a son rôle à jouer, pour, maintenir les habitats des espèces qui sont fragiles, pour maintenir, ces paysages, pour maintenir cette biodiversité et pour continuer à monter en compétences et en puissance sur ces sujets-là. Nous vous donnons rendez-vous le 15 décembre à 14h30 avec un autre membre de notre conseil scientifique, Jean Jalbert de la Tour du Valat. Et d'ici là, à très bientôt et encore un grand merci à Serge Muller. Merci Serge. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Bravo. Bravo. Au revoir, merci.